Bon, bah, on va pouvoir commencer ce webinaire. Tout d'abord, bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce webinaire organisé par notre association Humanité et Biodiversité. Je suis Lila Sipel, chargée de mobilisation citoyenne au sein de l'association. Premièrement, un grand merci de vous être mobilisés pour ce webinaire. Je vais vous présenter brièvement Humanité et Biodiversité. Notre association a vu le jour en 1976, donc déjà un petit moment. Elle est présidée par Bernard Chevassiot-Louis, ancien directeur du Muséum d'Histoire naturelle, qui est présent et intervenant ce soir, et Hubert Reeves, le célèbre Hubert Reeves, donc une figure emblématique de la préservation de la biodiversité, qui est notre président d'honneur. Notre mission principale, c'est évidemment d'intégrer la biodiversité au sein de toutes les politiques structurelles, en partageant notre expertise par le biais de publications, en dialoguant avec les acteurs institutionnels et en passant par la sensibilisation, comme ce genre d'événements. Notamment, on fait des cafés-débats et des webinaires qui sont soutenus par l'Office français de la biodiversité. Ce soir, nous allons discuter de l'alimentation, donc comment orienter les consommateurs et sensibiliser les consommateurs aux enjeux environnementaux. Est-ce que nous, en tant que consommateurs, on a le pouvoir de préserver la biodiversité par notre alimentation? Et pour discuter de ces questions-là, on a l'honneur d'accueillir donc 3 intervenants, donc que j'ai cité: Bernard Chevassiot-Louis, mais également Alba Desparté, coordinatrice alimentation durable à l'ADEME. Bonjour Alba. Lucille Dumoulin, chargée de mission montagne et transition au sein de la Fédération des parcs naturels. Bonjour Lucille. Je tiens à rappeler que ce webinaire va durer 1 heure et demie et donc sera enregistré et disponible sur notre chaîne YouTube Humanité et Biodiversité dans la semaine. On tiendra bien sûr au courant. En ce qui concerne l'organisation de ce webinaire, petites informations. Donc, la soirée se déroulera en 3 parties avec 15 minutes de présentation par intervenant. Donc, à l'issue de chaque présentation, vous, public, vous aurez la possibilité d'échanger avec nos intervenants. Mais très important à savoir, il faut absolument que vous posiez vos questions dans l'onglet qui est situé à gauche, questions et réponses, pour qu'elles soient bien prises en compte. Parce que si vous posez vos questions dans l'onglet que je ne vois plus, dans l'onglet discussion, on ne pourra pas les prendre en compte. Donc, pensez bien à poser vos questions dans l'onglet, je répète, questions et réponses. Voilà. On va se retrouver donc tout à l'heure pour la partie questions-réponses. Je vais sans plus attendre laisser la parole à notre premier intervenant et président Bernard Chevassiot-Louis. Merci beaucoup, Lila. Donc, si tu peux me rendre le partage d'écran. Voilà, est-ce que c'est visible sans problème? Oui, j'ai pas de retour, donc je suppose que c'est bon. Donc, Oui, tout est bon. voilà, ce que j'ai souhaité dans cet exposé introductif, c'est de présenter, disons, le profond bouleversement qui s'est opéré assez tardivement dans l'histoire de l'agriculture et de l'alimentation, c'est en gros à partir de la moitié du 19e, et qui nous a fait passer des systèmes agricoles à ce qu'on appelle aujourd'hui les systèmes alimentaires, parce qu'effectivement, pour informer et sensibiliser les consommateurs, eh bien, il est important d'abord d'expliquer en quoi aujourd'hui toute une série d'intervenants sont impliqués dans ce qu'on appelle un système alimentaire, et donc c'est ce point que je voudrais détailler.
Alors je partirais de alors comment ça marche? Tout à l'heure ça marchait. Voilà. Je partirais d'un petit schéma, de ce que certains ont appelé le la période solaire de l'alimentation. C'est-à-dire le fait que, on avait effectivement comme principal moteur du système alimentaire l'énergie solaire, et que les humains avaient, trouvé la possibilité, puisqu'on ne consomme pas des rayons de soleil, et bien d'utiliser des capteurs de cette énergie solaire, donc essentiellement des végétaux, donc des forêts, des prairies, des cultures, dont les produits étaient consommés soit directement, soit par des animaux qui ensuite étaient consommés par des humains. Et alors j'ai délimité ce système pour indiquer effectivement que c'était un système relativement clos, c'est-à-dire qui était à la fois producteur et consommateur, et que la plupart des humains étaient en fait impliqués dans ces systèmes alimentaires clos. Quand je dis clos, ça veut dire qu'à part l'énergie solaire, il ne rentrait pas grand-chose dans ces systèmes en termes d'énergie, en termes de matières fertilisantes, et donc il fallait effectivement gérer ce système en faisant très attention de récupérer effectivement ces produits précieux qui étaient, les éléments fertilisants. Et donc on peut dire que ces systèmes, localisés et clos, bah, ils ont duré en gros entre, les premières inventions de des agricultures un peu partout dans le monde aux alentours du néolithique vers, 8 000 ans, jusqu'au tournant des 1850. Alors il ne faut pas les idéaliser parce qu'en fait, pour réussir à faire face à la croissance démographique, même si elle était lente, eh bien la seule solution, c'était d'étendre ces systèmes sur des surfaces de plus en plus importantes, et on a vu effectivement que cette extension progressive vers des surfaces de plus importantes, eh bien, ont déjà eu des impacts environnementaux. Je vous ai mis ces 2 images, ce centre de l'Islande vers 2000. Eh bien, avant, c'est-à-dire au moment des Vikings et des premières colonisations, eh bien, c'était des prairies, mais des prairies sur des sols volcaniques très fragiles, et l'introduction des moutons, par les Vikings sur ces zones du centre de l'Islande a donné lieu à ces phénomènes d'érosion et de désertification. Et puis je vous ai mis à droite une photo du mont Aigoual, à la fin du 19e siècle. Vous voyez effectivement qu'il était pratiquement totalement déforesté, avec des figures d'érosion qui ont donné lieu aux grandes inondations qu'on a connues dans ces régions. Autrement dit, ces systèmes se retrouvaient effectivement face à un défi démographique qui ensuite a pris des tournures. Je vous ai mis en bas ce qu'on a appelé le mur démographique du milieu du 19e siècle. Eh bien, ils ont été confrontés effectivement à ce défi, parce qu'ils ne pouvaient se développer que par cette extensification. Et alors effectivement, ce qui s'est passé au tournant du 19e, c'est une transformation progressive de ces systèmes avec ce que un chercheur du CIRAD, Benoît d'Aviron, a appelé le passage de l'ère solaire à l'ère minière. C'est-à-dire qu'effectivement, on a fait rentrer massivement dans ces systèmes des sources d'énergie et de fertilisants extérieurs, ce qui veut dire que l'énergie solaire qui faisait avancer ces systèmes traditionnels est devenue une composante non pas nulle, mais minoritaire finalement par rapport à tous les intrants. Je vous ai mis ce chiffre impressionnant. En 1900, effectivement, au niveau mondial, on produisait moins de 1 million de tonnes d'engrais. On est aujourd'hui à 100 fois plus, et même à 200 fois plus en l'an 2000. Donc on a effectivement massivement intensifié ces systèmes. On les a aussi beaucoup élargis, et ça c'est un travail qu'a fait Gilles Billen, qui a calculé effectivement que l'approvisionnement de Paris, par exemple, en fruits et légumes, était de moins de 100 kilomètres au moment de la Révolution française. Il est aujourd'hui de l'ordre de 800 kilomètres, et ça c'est une moyenne, parce qu'on sait effectivement que la région parisienne va chercher ses approvisionnements un peu partout dans le monde. L'autre, transformation qui s'est opérée, c'est effectivement ce qu'on a appelé le passage des économies de gamme aux économies d'échelle. Une économie de gamme, on l'a vu tout à l'heure, c'est le cas où les différentes activités, l'élevage, l'agriculture, la forêt, se complètent pour justement assurer le recyclage des éléments fertilisants, et donc ça veut dire que sur chaque territoire, on essaye de faire un peu de tout, dans la mesure où le territoire le s'y prête.
Alors qu'effectivement, dès lors qu'on peut avoir accès à des intrants importants, on peut passer à une logique, au contraire, de spécialisation des territoires, spécialisation qui est rendue possible là aussi par de l'énergie, c'est-à-dire par les transports, hein. Et donc on est passé justement de territoires diversifiés et multifonctions à des territoires spécialisés. Cette spécialisation pouvant concerner des régions, mais parfois des pays entiers avec les phénomènes de globalisation. Et puis, quatrième volet de ces transformations des systèmes alimentaires, c'est qu'effectivement, on a vu entrer dans ces systèmes toute une série d'acteurs en amont et en aval de l'agriculture, ce qui fait que même si c'est pas si facile à comptabiliser, on peut affirmer qu'aujourd'hui, la majorité des emplois du système alimentaire se font en dehors de l'agriculture au sens strict. Alors voilà une représentation de ces systèmes alimentaires modernes avec effectivement en vert au milieu l'activité agricole au sens strict, mais avec en amont tout ce que j'ai cité qui va alimenter effectivement l'agriculture avec différents produits, que ça soit effectivement des engrais, des produits phytosanitaires, du machinisme agricole, et puis toute une série d'acteurs en aval qui vont transformer, parfois de manière complexe, les produits et enfin, l'apparition de la distribution, distribution qui est organisée de manière plus ou moins industrielle. Et puis, dernier, disons non pas dernier, mais en tout cas en fin de chaîne, la question des déchets, c'est-à-dire de ce qui ne va pas être utilisé et qui va devenir aussi un élément important comme composant du système alimentaire. Et ça, c'est des acteurs directs, mais si on veut réfléchir à un système alimentaire, eh bien, il faut aussi représenter des acteurs indirects, c'est-à-dire qui ne sont pas directement impliqués dans la production d'aliments, mais qui en fait influent sur les choix de ces acteurs. C'est les acteurs financiers à travers des prêts, des bourses, etc. C'est les acteurs techniques, c'est-à-dire c'est la recherche et l'innovation qui parfois va proposer de nouveaux intrants pour l'agriculture, notamment dans le domaine des semences. C'est aussi les acteurs de l'information, parce que dans ces systèmes, eh bien, circulent non seulement des produits, de l'énergie, mais aussi des informations. Et ces acteurs de l'information vont jouer un rôle important. Et puis, c'est aussi les acteurs politiques qui, à travers des régimes de subvention, à travers des réglementations, à travers des accords internationaux, eh bien, vont moduler effectivement ce système alimentaire. Et pourquoi c'est important d'avoir cette représentation? C'est parce que tous ces acteurs eh bien, sont susceptibles, d'avoir des impacts environnementaux sur l'environnement et la biodiversité, et que, en plus ces acteurs et ces impacts, eh bien, ils vont être largement désormais répartis dans l'espace. Quand on parle de la déforestation importée, eh bien, ça veut dire que ce qu'on va consommer à un endroit peut avoir des conséquences lointaines sur des phénomènes de déforestation des forêts tropicales. Inversement, c'est le cas de la gestion des déchets dans lequel parfois on va exporter très loin les produits non utilisés ou périmés des systèmes alimentaires, avec là aussi des impacts éventuels sur l'environnement. Et puis, autre chose importante, c'est que dans ces systèmes complexes, les effets sur l'environnement peuvent être immédiats, mais ils peuvent être aussi différés dans le temps avec des phénomènes un petit peu de bombe à retardement. Dans le cas des résidus de phytosanitaires, vous vous rappelez l'histoire du chlordécone qui effectivement n'est apparu que très longtemps après le développement de ces produits. On peut citer la vache folle aussi, qui est un phénomène qui est apparu du fait d'un changement de l'amont, c'est-à-dire de la production des aliments. Et on sait aussi que les phénomènes effectivement de dérèglement climatique, eh bien, vont agir longtemps après effectivement leur perception. Et donc la question que nous allons traiter ce soir, c'est effectivement comment faire que le consommateur qui voit effectivement son acte d'achat et son acte de consommation, eh bien, se rende compte de en quoi son acte d'achat va être susceptible de jouer sur tous ces acteurs et sur tous ces effets qui vont être répartis dans le temps et dans l'espace. Alors pour terminer, quelques mots sur, ce que notre association fait avant de vous présenter ce que 2 autres acteurs ont eu la gentillesse de préparer pour vous présenter leur action. Donc des documents pour présenter ce que sont les systèmes alimentaires, donc c'est notre revue «Les cahiers de la biodiversité» que vous pouvez vous procurer si vous le souhaitez et qui explique effectivement, pourquoi les systèmes alimentaires aujourd'hui sont fragiles, autrement dit comment les rendre plus durables.
2e action, nous allons publier cet automne un observatoire dans la transition agroécologique, qui va mesurer en quoi effectivement l'agriculture prend en compte progressivement et à quel rythme ces enjeux, des impacts environnementaux de l'agriculture. Des partenariats, 2 exemples, un partenariat avec, l'Union nationale des associations familiales sur, l'action en faveur de la biodiversité et dans lequel on parle notamment de l'alimentation et des déchets. Un autre partenariat avec le groupe Casino que nous avons fait cette fois-ci pour permettre aux agriculteurs de se rendre compte de la qualité de ce qu'on appelle les infrastructures écologiques, c'est-à-dire les haies, les mares, les murets, et donc pour leur permettre de faire un diagnostic et un autodiagnostic, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin d'un expert, mais c'est pour les inciter effectivement à noter, à faire un diagnostic de qualité de leurs infrastructures écologiques. Et puis dernier point que je citerai, lors de présidentielles, comme beaucoup d'autres associations, nous avons fait des propositions, et notamment une proposition qui était la mise en place, d'un chèque pour une alimentation bio et locale, que nous avons essayé de porter et de présenter à un certain nombre d'acteurs, sans grand succès. Je pourrais vous expliquer un peu plus en détail les réticences qui ont été émises par rapport à ce projet, mais effectivement, nous avions, sur le modèle du choc énergie, par exemple, eh bien, proposer, d'avoir un chèque pour une alimentation qui soit à la fois bio et locale. Parfois, on a dit bio ou local parce que les 2 objectifs ne se recouvrent pas et nous semblent tous les 2 importants par rapport aux impacts sur la biodiversité. Voilà donc ce que je voulais vous dire en introduction et maintenant je rends la parole à Lila pour qu'elle nous dise s'il y a d'ores et déjà des questions sur le question-réponse. Cette présentation. Donc, est-ce que cette présentation a suscité des remarques, des questions? On va prendre un temps, de 5 minutes, si vous voulez, poser vos questions comme je vous l'ai expliqué dans l'onglet questions-réponses pour que je les soumette, à Bernard. Alors, Bernard, j'ai une première question. Alors, à quel point, êtes-vous impliqué dans les réunions cette semaine au niveau national? Est-ce que Alors, ce qui nous occupe beaucoup actuellement, c'est effectivement la préparation de la stratégie nationale pour la biodiversité et pour, que dans cette stratégie nationale pour la biodiversité, ces questions justement de transition écologique de l'alimentation soient prises en compte avec effectivement des indicateurs qui permettront de voir si on avance ou pas. Ça, c'est le principal sujet dans lequel on est impliqué actuellement. Par contre, nous attendons effectivement les annonces du plan, sur l'alimentation, et le climat, pour lequel nous n'avons pas d'informations en ce qui nous concerne pour le moment sur son contenu. merci, c'était une question de madame Sarah Tucker. Merci pour votre question. Alors j'ai une seconde question de Marie-Cécile Julien, qui n'avait pas pris, conscience du, système large de l'alimentation et qui c'est plutôt une remarque en fait voilà vous soumet que c'est un très beau schéma, explicatif. Oui, alors, là effectivement, j'ai essayé de résumer ça, mais le message que j'ai voulu faire passer, c'est il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a pas d'enjeu au niveau de l'agriculture française elle-même et nous-mêmes, nous sommes attentifs et actifs pour qu'elle change, mais effectivement que parfois on se rende compte qu'à travers l'acte d'achat et de consommation, eh bien on se situe dans ce système, et qu'on peut avoir effectivement d'ailleurs des effets positifs ou négatifs, quand on parle par exemple du commerce équitable, eh bien c'est typiquement quelque chose dans lequel on va pouvoir agir, à distance sur éventuellement la préservation de la biodiversité, mais en même temps sur, le fait que des agricultures, plus favorables à l'environnement puissent continuer à vivre en utilisant les produits. Et donc effectivement, c'est pour ça que, élargir, cette,
cette vision sur, ce qu'on appelle ces systèmes alimentaires et je crois que tout à l'heure, on va reparler justement de la relocalisation des systèmes alimentaires avec la Fédération des parcs naturels régionaux, et beh, justement, il fallait se rendre compte à quel point et j'ai pas beaucoup développé, mais le fait que ces systèmes complexes et très étendus dans le temps, et dans l'espace soient fragiles et vulnérables, eh bien, il y a qu'à citer la guerre en Ukraine pour montrer à quel point un événement qui se situe à plusieurs centaines de kilomètres de notre pays peut déstabiliser profondément ces systèmes alimentaires de beaucoup de pays, y compris des pays africains qui n'y sont vraiment pour rien, dans effectivement les événements qui se déroulent en Ukraine. Donc, c'est pour ça que c'était important de faire cet élargissement du focus. J'ai une question concernant la proposition du chèque alimentaire. Quelle était la base, du chèque pour favoriser la consommation, biologique? Alors et notre vision, c'est que, actuellement, il y a toute une série, on en parlera peut-être dans un autre séminaire, de certification des aliments. On parlera aussi peut-être tout à l'heure de la marque Parc, mais il nous semblait effectivement que ce qui était le plus solide et le plus contrôlé, et qui avait le plus de contenu en termes d'impact sur la biodiversité, c'était le label agriculture biologique et c'est pour ça qu'on a dit effectivement, si on veut soutenir une alimentation qui a des effets positifs sur l'environnement, eh bien, aidons les gens à acheter des produits bio dans un contexte où on sait qu'il y a un différentiel de prix, entre les produits bio et les mêmes produits, non bio. Heu, l'obstacle qu'on a rencontré et je le cite tout de suite, c'est une objection, d'associations, disons de lutte contre la précarité qui dit: «Mais vous n'avez pas à imposer aux gens ce qu'ils doivent manger, ça fait partie de leur, liberté et nous on n'est pas d'accord pour que, vous soyez prescriptifs sur ce que les gens en situation de précarité eh bien, comment ils doivent se comporter et donc l'objection, je vous la cite parce qu'elle est tout à fait, disons entendable, parce que, effectivement, dans ce cas, on ça veut dire qu'on imposerait à des gens déjà défavorisés des choses qu'on n'impose pas aux autres gens. Enfin, on n'imposerait pas, mais on favoriserait alors qu'on ne demande pas les mêmes efforts à d'autres gens. Merci. Concernant, on va passer plutôt du côté, pratique agricole. Est-ce que, Bernard, vous voyez une amélioration, des pratiques, agricoles? Et si oui, depuis quand? Bah, écoutez, j'ai annoncé effectivement la sortie cet automne de cet observatoire dans la transition agroécologique. Donc pour faire un peu de teasing, c'est ni tout noir ni tout blanc. Suivant les caractères qu'on considère, il y a des choses qui progressent bien, d'autres qui progressent lentement. Mais on fera sans doute une présentation puisque le but c'est de dire, où est-ce qu'on en est dans des objectifs, reconnus par tout le monde pour 2030, où est-ce qu'on en est entre 0 et 100, 8 ans avant, la limite de 2030. Donc on présentera ça de manière plus détaillée, mais je dis tout de suite effectivement que ça sera un message en disant, «Peut mieux faire, mais quand même des choses qui ont évolué». Si on regarde en gros depuis 1990 qui est le point de départ de nos études. Oui, il y a une amélioration, certaine, mais c'est pas encore ça. Je vais prendre une dernière question, avant de passer, à la prochaine présentation. Est-ce que les produits bio venant de l'étranger respectent les mêmes normes que les productions européennes? Alors, déjà au niveau européen, on peut dire que le label bio européen, il est assez similaire pour le moment, au label bio français. Autrement dit, on peut dire le bio européen, il est acceptable. Par contre, effectivement et c'est là qu'on avait défendu la question du local, ça veut dire que, le bio ne prend pas en compte ce qui se passe en aval de l'agriculture et en particulier toutes les chaînes de distribution, de transport et autres et c'est pour ça qu'on avait rajouté le local pour dire effectivement que lorsque ces produits seront consommés de proximité, ils auront un impact environnemental moindre que ceux qui viendraient de très loin. Par contre, je ne serais pas aussi affirmatif sur les labels bio
qui peut venir de l'étranger, en tout cas en dehors de l'Union européenne. Je mets de côté nos amis anglais qui s'étaient alignés sur les labels bio européens. Parce que là, effectivement, la certification, eh bien, on peut dire qu'elle est sans doute moins assurée que sur des labels bio, nationaux avec, un en une, disons des certificateurs qui font vraiment un travail d'inspection et de vérification tout à fait sérieux. Oui, Bernard, alors je merci, public pour vos questions et vos remarques. Je vais, donner la parole à Alba de Part. Je te laisse la parole, Alba. Bonsoir et merci beaucoup. Merci de me donner la parole. Hop, je vais partager mon écran. Est-ce que c'est bon? Alors oui, ah c'est bon, c'est en plein écran, parfait. Ok, alors parfait. Alors moi j'ai prévu une petite présentation, je pense qui va bien s'articuler avec la présentation de Bernard. On rentre un petit peu plus, on fait un focus un peu plus précis sur les impacts environnementaux de notre alimentation. Ce que j'ai prévu, c'est de rappeler les grands impacts de notre alimentation en essayant de les relier à des leviers pour réduire cet impact et des leviers qu'on peut notamment activer à l'échelle du consommateur. Donc pour commencer, ce qui est important quand on parle d'alimentation durable, c'est, de bien enfin, avoir en tête que l'alimentation, c'est un sujet qui est à la croisée de différents enjeux. Alors des enjeux environnementaux bien sûr, mais aussi, des enjeux socio-économiques et puis, des enjeux de santé. Alors, Bernard en a déjà évoqué une partie, mais Heu, pour parler de santé publique, je pense que c'est important de rappeler qu'on a une alimentation, en France qui n'est pas tout à fait satisfaisante. On constate plutôt une dégradation de l'état de santé de la population, générale et les chiffres qui étaient donnés par l'ANSES sur, la prévalence du surpoids dans la population adulte, c'est, 49 aujourd'hui de la population qui est en surpoids, dont 17 de personnes, obèses. Donc c'est un vrai enjeu de santé publique. Il y a aussi des enjeux de sécurité alimentaire. Aujourd'hui, on anticipe un doublement des besoins alimentaires, mondiaux à horizon 2050 en lien avec, enfin voilà, la croissance démographique qui se poursuit et puis, en parallèle, une évolution des régimes alimentaires. C'est aussi des enjeux d'emploi. Alors ça a été évoqué, hein, effectivement au stade agricole, mais aussi, sur toute la chaîne alimentaire. Heu, des enjeux aussi de juste rémunération. Aujourd'hui, voilà, on a au niveau de la phase agricole notamment, il y a matière à améliorer, les conditions de rémunération d'une partie des agriculteurs. Des enjeux d'accessibilité, ça a été évoqué aussi, je crois par Bernard, mais aujourd'hui, on constate aussi une précarité alimentaire qui augmente. Et notamment, encore plus fortement depuis la crise covid, ça se traduit par une hausse de la fréquentation des centres d'aide alimentaire. Et puis pour terminer sur les aspects environnementaux, comme ça a été évoqué par Bernard, il y a un gros enjeu en termes de souveraineté alimentaire. Comme ça a été dit, c'est vrai qu'on a des filières de production, enfin des territoires qui se sont spécialisés, des enjeux qui se sont mondialisés et du coup, dès qu'on connaît des crises comme, la crise covid ou la guerre en Ukraine, on voit bien qu'on a des systèmes qui sont alimentaires qui sont plus très résilients et qui peuvent mener à des ruptures d'approvisionnement importantes, des chocs dans les prix aussi, alimentaire. Et pour aller sur l'empreinte, environnementale, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que notre alimentation, elle repose à 90 sur, des sols agricoles. Donc elle est directement liée aux enjeux agricoles et l'agriculture aujourd'hui, elle est sous différentes pressions. La première, c'est de pouvoir, évidemment répondre, à la demande, alimentaire qui évolue, mais aussi, à la demande, en produits non alimentaires. De plus en plus, on mobilise aussi des produits agricoles pour la production de matériaux, d'énergie qui sont aussi, nécessaires dans le contexte de la transition, écologique. Parallèlement, on a des attentes fortes des citoyens qui sont relayées par les pouvoirs publics pour réduire, les impacts, sur les écosystèmes.
On voit bien que les pratiques agricoles et les choix de pratiques, que l'on fait, que ce soit en termes d'utilisation de pesticides, d'engrais de synthèse, de mécanisation, d'irrigation aussi, ont un impact direct sur la qualité des sols, la qualité de la biodiversité, la ressource en eau, la pollution de l'air aussi et puis bien sûr le climat, mais ça j'y reviendrai et ce que peut-être le dernier point si je vou que je voulais évoquer, c'est l'enjeu d'adaptation au changement climatique, hein, parce qu'on voit bien que l'agriculture aujourd'hui, elle est, un des secteurs les plus exposés au changement climatique et notamment aux sécheresses. On constate que déjà, des baisses de rendement, donc des quantités qui se réduisent, des impacts aussi sur la qualité des productions et puis aussi une variabilité interannuelle qui augmente avec, des successions d'années, de mauvaises années, disons, pour les agriculteurs qui sont de plus en plus fréquentes et derrière ça a des impacts aussi sur la pérennité des exploitations donc il y avait des vrais enjeux, à ce sujet-là. Alors pour faire un focus sur les enjeux climatiques, une bonne façon de l'approcher, c'est de regarder, l'empreinte, carbone. Donc l'empreinte carbone, c'est, le d'un habitant, c'est l'ensemble des émissions qui sont liées, à sa consommation. Donc l'empreinte carbone moyenne d'un Français en 2019, c'est, environ 10 tonnes d'émissions, d'équivalent CO2. Donc pour répondre, je crois que ça a été posé, dans les questions, il y avait quel est l'impact, de l'alimentation, l'impact, carbone? Donc c'est 2,3 tonnes et ce que je trouve intéressant sur cette infographie, c'est que souvent quand on pense justement à des leviers ou à des gestes climat, au niveau du consommateur, on pense beaucoup, finalement, à, faire des efforts sur, son transport, faire des efforts sur son habitat et on voit, que finalement l'alimentation qui, 1/4 de l'empreinte, donc au même titre que le transport ou l'habitat. Donc il y a des vrais leviers, de réduction de notre empreinte, en changeant, en faisant évoluer nos pratiques alimentaires. Si on regarde plus précisément, comment se répartissent ces impacts, entre le champ et l'assiette, on va dire de notre alimentation, ce qui est important d'avoir en tête comme ordre de grandeur, c'est que 2/3 de cet impact, est lié à la phase agricole, donc de production, des aliments et derrière, finalement les enjeux, les gaz qui sont émis finalement c'est pas du CO2, c'est principalement du méthane et du protoxyde d'azote qui sont deux gaz, à pouvoir réchauffant, très importants et donc c'est principalement lié ces impacts ils sont principalement liés, à l'élevage et donc à ce qu'on appelle la fermentation entérique, c'est-à-dire la rumination le qui dégage du méthane et au stockage des effluents et puis, d'un autre côté, l'émission de protoxyde d'azote qui est liée à la fabrication, des engrais et puis à leur utilisation, sur les sols. Derrière l'agriculture, l'autre maillon, vraiment important dans la chaîne, c'est le maillon des transports. Donc ça a aussi été évoqué effectivement, plus, les produits viennent de loin, plus ça a un impact et derrière quand on regarde, les typologies de transport qui ont le plus d'impact, c'est, en part, c'est le transport routier qui représente une plus grande part de ces 19. Et ensuite, on voit qu'effectivement, il y a d'autres maillons. Le reste des impacts se répartit à peu près équitablement entre la partie transformation, alimentaire, la distribution et la restauration hors domicile et puis, la restauration, au domicile. Une autre façon aussi d'approcher ces enjeux, c'est de regarder l'empreinte sol de notre alimentation, c'est-à-dire, la quantité de sol que l'on mobilise pour répondre, aux besoins alimentaires des Français. Donc ça représente 26 millions d'hectares, qui sont mobilisés, pour notre alimentation et ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement on a, 60 de ces sols qui sont des sols français. Donc ça rejoint ce qui a été dit, tout à l'heure, hein et puis on a 40 qui est une empreinte sol importée, donc qui sont liées à l'importation, d'aliments et puis, l'importation aussi d'aliments pour nos animaux. Heu et peut-être, ce que je peux dire aussi là-dessus, c'est que souvent quand on pense aux aliments, on pense, surtout aux aliments exotiques, alors aux bananes, café, chocolat et cetera. Heu
Et puis, mais derrière, ce qu'il faut voir, c'est qu'on importe aussi beaucoup de légumes qu'on est en capacité de produire chez nous. Par exemple, des produits comme, la tomate, le concombre, on les importe à plus de 40. La tomate, c'est 50 de tomates fraîches importées pour répondre à des besoins, enfin, à une demande, hors saison. Et puis, il y a aussi les aliments animaux, donc typiquement, le tourteau de soja, qu'on importe massivement. Et derrière, comme, ça a été dit par Bernard, il y a des enjeux de déforestation importée puisque pour produire ces sols, parfois on va, avoir un impact, enfin on va aller déforester, pour implanter ces productions agricoles sur des forêts, tropicales qui sont, donc, très riches en biodiversité, mais aussi qui sont des réservoirs de carbone, importants. Je sais pas si vous m'entendez bien? Parce que j'ai l'impression que ça coupe un petit peu le son. Non, c'est bon? Oui, si, si, on Non, t'entend bien. Il y a des fois ton ça saute, mais son c'est pas gênant. OK, non, ça non, ton super. son est bon. Parfait. Tu peux poursuivre. Voilà, du coup, la dernière chose que je voulais dire, c'est aussi que quand on regarde la carte à droite, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que notre surface agricole utile en France, donc c'est la surface occupée par, les sols agricoles, c'est 28 millions d'hectares. Donc on voit que mais 12 millions d'hectares, servent, à produire une alimentation qui est destinée à l'export. Donc ça montre un petit peu finalement le potentiel de relocalisation de notre alimentation. Alors, je voulais faire un focus aussi sur la consommation de viande parce que, finalement, c'est le facteur le plus important, en termes d'impact climat. Enfin, c'est vraiment le levier le plus enfin le plus important qu'on a pour réduire notre empreinte. Donc on voit à gauche, en fait, l'impact de différents, régimes alimentaires, sur notre empreinte carbone. Et donc on voit qu'entre un végétarien et puis un gros mangeur de viande en bas, on peut avoir un rapport de 1 à 3. Heu et alors pour vous donner un petit peu des références, ce qu'on appelle flexitarien 30 grammes, c'est, 2 portions de viande classique par semaine. L'omnivore 75 grammes, ce serait plutôt une portion par jour et puis l'omnivore 70 grammes, là on est vraiment sur un gros mangeur de viande, qui prendrait 2 fois de la viande, par jour. Et puis, une autre façon de le voir, c'est l'infographie de droite où on voit finalement à gauche, la part des aliments en volume. Donc par exemple, si on prend le cas de la viande rouge, c'est 8 des quantités que l'on ingère, mais ça représente, si on regarde, l'infographie, enfin la figure à droite, ça représente 60 de notre empreinte carbone. Et si on regarde au global sur les produits animaux, c'est à peu près 45 en volume, mais 90 de notre, impact. Heu, alors pour terminer, je voulais présenter les 3 grandes catégories de leviers sur lesquels on peut jouer pour réduire, notre empreinte carbone, alimentaire, alors que ce soit à l'échelle individuelle, mais aussi à l'échelle collective. Le premier, c'est, de pouvoir travailler sur un rééquilibrage de nos régimes alimentaires pour aller vers des régimes qui soient plus sains et plus sobres en carbone, mais en ressources, hein, de façon plus large. Il y a un vrai enjeu d'ajuster les quantités consommées. Aujourd'hui, on est vraiment, plutôt en moyenne en surconsommation, alimentaire, hein, enfin on mange trop, que ce soit, en termes d'apport calorique ou d'apport protéique. Il y a aussi un enjeu donc, enfin vous comprenez, maintenant, à réduire la consommation de viande et parallèlement à réintroduire, des protéines végétales dans notre alimentation et notamment, des légumes secs, des légumineuses, puisqu'elles ont un intérêt à la fois en termes de santé. Je crois que l'ANSES recommande d'en manger au moins 2 fois par semaine et puis, d'un point de vue environnemental aussi. Aujourd'hui, pour vous donner un ordre de grandeur, on est à peu près à 2/3, de nos protéines qui sont, d'origine animale et on pourrait, facilement tendre, et 1/3 végétal, on pourrait facilement tendre vers un ratio au moins inverse, pour, des raisons de santé et des raisons environnementales. Et le dernier levier dans ces régimes, c'est sur l'équilibrage de ces légumes, pardon, sur l'équilibre de ces légumes, pardon, c'est de réduire la consommation de produits à forte empreinte. Donc réduire évidemment la consommation de produits importés, mais aussi, les productions, hors saison. Donc si je reviens sur l'exemple de la tomate, donc c'est 50 des tomates fraîches qu'on consomme sont importées et
dans le reste, la quantité qu'on produit sur le territoire, on a aussi une partie qui est produite, sous serre chauffée hors saison et ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'une tomate, produite sous serre chauffée, ça peut avoir, jusqu'à 10 fois l'impact, d'une tomate, produite sous serre non chauffée. Donc il y a un vrai enjeu, là-dessus. Hem Le deuxième grand levier, c'est, la question du choix, des produits alimentaires qu'on consomme, donc aller vers des produits, à plus forte valeur environnementale. Donc derrière, c'est, aller vers des produits, des productions, à plus bas intrants. Donc typiquement, c'est les produits bio, hein, ou issus de pratiques, agroécologiques. Pour l'élevage, c'est aussi aller vers, des produits, peut-être en manger moins, mais aller vers des produits de meilleure qualité, donc issus, d'élevage plus extensif, qui sont, produits en France aussi. Il y a un vrai enjeu sur l'élevage et puis, et de l'élevage à l'herbe plutôt que de l'élevage, avec une alimentation, sur aliments, importés. Il y a un gros enjeu aussi autour de l'autonomie des exploitations et des territoires et ça, en tant qu'acteur, ça veut dire aussi regarder, l'origine des produits, essayer d'aller vers des produits, qui sont issus de filières, plus locales justement pour recontribuer, à la souveraineté alimentaire des territoires. Et puis le dernier qui touche un petit peu moins le consommateur, mais c'est le levier d'éco-conception au niveau des industries agroalimentaires pour diminuer aussi l'impact des produits consommés. Et le dernier grand levier, c'est l'enjeu de la réduction des pertes et gaspillages, alimentaires. Donc aujourd'hui, pour avoir, une idée de l'ordre de grandeur, c'est un tiers de ce qui est produit, qui est gaspillé, à un stade de la chaîne alimentaire, hein, donc entre le champ, et l'assiette. Et derrière, un chiffre qui est assez parlant aussi, c'est si on regarde uniquement le gaspillage alimentaire, au foyer, enfin à domicile du consommateur, c'est 30 kilos par habitant par an qui sont, gaspillés, dont 7 kilos qui sont jetés, encore emballés d'aliments. Donc il y a un vrai enjeu, autour de ce gaspillage, voilà, l'enjeu, c'est vraiment de redonner de la valeur, à l'alimentation. Et du coup, pour terminer, je vous ai mis, voilà, une liste de ressources, utiles, qui peut vous servir si vous souhaitez, sensibiliser, sur ces questions d'enjeux environnementaux. Donc des guides qui rappellent, enfin un guide, qui rappelle un petit peu les enjeux que j'ai évoqués, les leviers. Un petit guide qui propose aussi des animations grand public, si vous souhaitez animer des ateliers, autour de l'alimentation durable, différentes infographies qui peuvent être affichées aussi. Et puis on a aussi plein de recettes, pour de légumineuses pour se les réapproprier et les réintégrer dans notre alimentation, des recettes un petit peu anti-gaspi et puis au bout, je vous ai aussi mis, un lien vers notre centre de ressources. On retrouve des ressources grand public, mais aussi des ressources, plus, pour les collectivités ou les entreprises, si dans vos métiers vous avez aussi, voilà d'autres cibles. Voilà, merci beaucoup. J'espère que j'ai tenu les temps. Je vais arrêter le partage. Merci. C'était parfait, tu es absolument dans les temps et même en avance de 1 minute. Ah, Donc parfait. c'est parfait. Eh bien, merci pour, cette, riche présentation. Donc on a pu voir, tous les rouages de la production alimentaire, hein, avec, ces chiffres, alarmants, 26 000 hectares mobilisés, pour notre alimentation, 1 tiers de produits, gaspillés et aussi, donc les solutions, et puis, c'est bien d'avoir mis, pour nos spectateurs, heu, des ressources à la fin et un peu ludiques pour, voilà, pour, s'informer et aller plus loin. Donc je vais reprendre les questions. Du coup, on va prendre, comme on a fait avec Bernard, un temps. Alors, on a déjà pas mal de questions de notre vice-président d'Humanité et Biodiversité, Jean-Pierre Bompard, c'était prévisible, qui pose une question. Alors, Alba, donc comment mettre en action ces leviers dans une période, de forte inflation des prix alimentaires? Oui, alors effectivement, c'est vrai que oui, c'est une période, où les prix ont bien explosé. Après, ce qu'on a tendance à dire, c'est que si déjà on réajuste les quantités, qu'on gaspille moins et que parallèlement on réduit aussi sa consommation de viande, qu'on consomme aussi peut-être plus de produits en vrac, on a moyen aussi d'aller vers plus de qualité, mais voilà, en redonnant un peu de valeur à l'alimentation et puis, en rééquilibrant
son panier, en cuisinant plus aussi, en achetant plus de produits bruts. Voilà, ça peut être, différents leviers. Mais déjà quand on végétalise son assiette, on peut, voilà, on peut aussi, réduire, le coût de la viande et donc voilà. J'ai une question assez, spécifique et spécialiste. Alors, comment est-il possible que les tomates produites en serre chauffée puissent obtenir un label HVE? Alors, Si quelqu'un honnêtement, je suis pas spécialiste du label HVE, donc ouais, je vais un petit on peu va passer botter en cette touche. question. Ouais. Ouais, ouais, qui est un peu, très, très spécifique. Alors j'ai une question d'Agnès Martin. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le projet de l'ADEME sur l'étiquetage environnemental alimentaire? Ah oui, effectivement. Alors c'est vrai que dans la loi, il est prévu, de déployer un affichage environnemental de l'ensemble des produits, alimentaires, à partir de l'année prochaine. Donc il y a tout un travail qui a été fait. Donc c'est un affichage qui se basera, principalement sur la méthode de l'analyse de cycle de vie des produits, qui permet d'évaluer, les impacts environnementaux, sur l'ensemble du cycle de vie d'un produit, hein, on dit, du berceau jusqu'à la tombe, donc de la production jusqu'à sa gestion en fin de vie. Et derrière, qu'est-ce que je peux dire? C'est que c'est donc, une évaluation qui est multi-étapes et aussi multi-critères, qui intègre, 14 indicateurs, 14 catégories d'impact sur le climat, mais aussi ça intègre aussi des indicateurs sur la biodiversité. Après, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que donc on a cette évaluation qui est fait, de l'impact du produit et ensuite on le traduit en un score, unique où enfin voilà, on donne des scores aux différentes catégories d'impact pour avoir, derrière, une note. Et aujourd'hui, il y a tout un travail qui est en cours, pour, ajouter en fait dans cette méthode, à cette méthode ACV, de pouvoir faire des correctifs pour mieux, tenir compte de certains, impacts qui ne sont pas suffisamment bien pris en compte dans l'ACV et notamment les impacts sur la biodiversité. Donc, il y a des correctifs qui sont apportés pour en tenir compte. Et donc il y a tout un travail sur la méthode aujourd'hui. Et après, voilà, ce que je peux dire d'autre, c'est que l'objectif, voilà, il y a une phase de consultation des partenaires qui est en cours et l'idée, c'est d'avoir une méthode, stabilisée à la fin de l'année pour aller vers un affichage l'année prochaine. Après, en termes de visuel, l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui ressemblerait un petit peu au Nutri-Score, mais version, environnement. Voilà. Merci. Donc j'ai une question de Pascal, de Montmorillon. Comment différencier un achat de viande d'élevage extensif d'un élevage intensif? Alors, ça, je pense qu'il faut plutôt se reposer, sur, les labels, sur les marques, sur plutôt les marques de filière. Peut-être essayer aussi d'aller vers des circuits de production plus locaux. Enfin, c'est peut-être la meilleure garantie pour être, sur des élevages, plus extensifs. C'est ce qui répond à la question suivante de Christian Bardin. Faut-il mieux consommer, bio étranger ou local non bio? C'est un peu la question qu'on se pose tous. Alors, moi, je vais un peu faire une réponse de Normand. Je pense que il faut peut-être pas opposer les 2. Ça répond, pour moi, à des enjeux, qui sont un peu différents, hein. Enfin, alors le mieux, c'est le bio et local, mais effectivement, le bio, il répond, enfin voilà, à des enjeux, d'impact environnementaux et le local, il répond aussi à des enjeux plutôt de souveraineté, alimentaire, de reterritorialisation de reconnexion aussi des bassins de production, et de consommation et puis de recréer aussi ce lien entre, producteurs et consommateurs. Donc pour moi, c'est pas à opposer et c'est difficile voilà, de faire un choix. Merci. Alors on va prendre une dernière question de Claire Mikalev, qui est donc de comment, en prenant compte notre culture culinaire, son aspect identitaire et émotionnel, accompagner les personnes à végétaliser leur alimentation.
Et en dessous, j'ai ce que le gouvernement actuel ne facilite pas. Ah. Bah, là-dessus, j'irai un petit peu dans le sens de ce qui a été dit par Bernard. C'est vrai que, il y a, je pense, un enjeu, plutôt à ne pas être, prescriptif, mais plutôt, à donner envie d'aller, vers, une alimentation plus végétale. Alors ça peut être, justement à travers, enfin, il y a pas mal d'expérimentations qui sont en cours, on a parlé du chèque alimentation, alors c'était bio et local dont vous parliez, mais il y a aussi hem, des expérimentations de sécurité sociale de l'alimentation, où là, l'enjeu, c'est vraiment aussi, enfin, il y a un enjeu de démocratie alimentaire où l'idée, c'est de se réapproprier son alimentation et c'est vrai que c'est important, en tout cas, pour donner enfin, voilà, de vraiment donner envie, de sensibiliser, former, mais au final, enfin, voilà, le consommateur faire son choix, à la fin. OK et bien, merci, Alba. Je Et alors vais je sais pas, pardon. si c'est possible de je vois qu'il y a certaines questions, éventuellement d'apporter des petites réponses par écrit dans le chat, je peux, répondre à certaines qui me concernent si Alors oui, bien sûr. Oui, 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 c'est possible, ça c'est marche. possible. Tu peux répondre. Ben, on va passer merci Alba encore, on va passer à la présentation de Lucille, Dumoulin et je vous retrouve donc pour cette dernière partie de questions-réponses. OK, merci beaucoup. Est-ce que vous voyez mon écran du coup? Je vais mettre en Oui, plein écran ouais, en plein aussi. écran. Ouais, super. OK, super. Bah, merci, à vous pour, cette invitation, à témoigner et merci également à Alba et Bernard pour, tout ce contexte qui a été posé, en amont du coup de cette présentation. Donc moi, Lucille Dumoulin, je suis chargée de mission montagne et transition à la Fédération des parcs naturels régionaux de France. Donc je travaille sur notamment tout ce qui est en lien avec le plan Avenir Montagne, mais aussi sur la question des filières agricoles et alimentaires et notamment les enjeux de transition par rapport à ces filières. Donc aujourd'hui, pour répondre à la question qui nous intéresse, à savoir sur l'alimentation, comment sensibiliser les consommateurs aux enjeux environnementaux, je vais tenter de dresser un panorama des actions menées dans le réseau des parcs naturels régionaux, que ce soit dans les parcs ou bien à l'échelle nationale par la fédération. Ça permettra d'illustrer bon nombre de choses qui ont été expliquées dans les présentations précédentes. En tout cas, j'espère. Alors, pour commencer, je vais faire un bref rappel de contexte pour celles et ceux qui ne seraient pas familiers des parcs naturels régionaux. Donc, sur la carte de gauche, c'est une carte des parcs labellisés à ce jour, sachant que de nouveaux territoires sont en cours de labellisation, mais aujourd'hui, on a 58 PNR répartis sur l'ensemble des régions métropolitaines et également dans les Outre-mer avec la Martinique et la Guyane. Alors, les parcs naturels régionaux, ce sont des territoires qui sont reconnus pour avoir un patrimoine naturel et culturel remarquable. Donc, des territoires à dominante rurale, avec dont les paysages, les milieux naturels et le patrimoine culturel sont de grande qualité, mais dont l'équilibre reste fragile. Chaque parc a une charte qui oriente les actions du parc et qui permet de s'organiser autour d'un projet concerté par les acteurs du territoire, un projet de développement durable fondé sur la protection et la valorisation du patrimoine, qu'il soit culturel ou naturel. Et enfin, un point important à noter, les parcs naturels régionaux ont la spécificité d'être des aires protégées habités. Donc, on compte aujourd'hui environ 4,5 millions d'habitants dans les parcs pour une superficie d'environ 17% du territoire national. Alors, les parcs, donc, ce sont des territoires dans lesquels des acteurs œuvrent pour la transition et notamment la transition alimentaire. Et donc, pour ça, le premier outil utilisé dans les parcs sur lequel je vous propose de se pencher, ce sont les projets alimentaires de territoire, autrement appelés PAT. Alors, le PAT, c'est un outil qui permet aux collectivités de construire leur stratégie agricole et alimentaire. L'objectif des PAT, c'est de rapprocher à la fois les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, les collectivités territoriales et les consommateurs,
Et en cela, les parcs apportent une vraie plus-value en tant que fédérateurs des acteurs et actions sur leur territoire. C'est également des structures qui peuvent permettre d'apporter un soutien technique ou politique quand il manque à d'autres collectivités, ou bien encore un soutien financier. Alors, il y a une étude qui a été réalisée en 2020 sur l'engagement des parcs dans les PAT et l'apport des PAT dans la politique des parcs en matière d'alimentation. Et ça a mis en avant le fait qu'il y avait différents positionnements possibles de la part des parcs, à savoir qu'un parc peut être animateur ou co-animateur d'un projet alimentaire de territoire, mais il peut aussi être simplement partie prenante d'un PAT porté par un autre porteur ou bien accompagnateur dans le cas où, par exemple, il y a déjà des PAT portés par d'autres collectivités sur le territoire en question. Aujourd'hui, il y a 37 PNR sur les 58 qui sont engagés d'une manière ou d'une autre dans un PAT. Donc, c'est vraiment un outil qui couvre une bonne partie des parcs et qui est très mobilisé. Après, c'est un outil qui est très large et dans lequel il faut en fait définir des objectifs et des priorités d'action. Donc, on va pouvoir maintenant rentrer un peu plus dans le détail et notamment un des leviers, un des outils qui est utilisé en priorité, c'est celui de la restauration collective. Alors, la restauration collective, elle permet en effet de travailler sur de nombreux aspects de la transition alimentaire et auprès de divers acteurs. Tout d'abord, on va pouvoir travailler par le biais de la restauration collective sur l'approvisionnement et donc effectuer un travail avec les producteurs et les transformateurs. On va gagner en visibilité sur l'origine des produits et on va pouvoir dans le même temps améliorer les liens et la rémunération parfois des producteurs si on passe en direct ou par des circuits courts. Tout ça est évidemment fortement lié à une question de maîtrise des coûts qui surplombe un peu toutes ces réflexions pour de nombreuses collectivités. Alors, maîtriser ses coûts, ça veut dire quoi? Ça passe par de nombreux leviers d'action, encore une fois. Ça passe par le fait de réduire le gaspillage alimentaire, comme on en parlait précédemment, notamment en ayant une meilleure connaissance de ses besoins. Ça va aussi passer par le fait de travailler avec des produits de saison, de faire la transformation des produits au maximum sur place dans les cantines. Ça va aussi passer par le fait d'essayer de diminuer ses coûts énergétiques, notamment en mettant en place des techniques de préparation innovantes et peu énergivores comme la cuisson basse température qui a été testée dans certains établissements. Et ça va également nécessité de faire évoluer les menus, notamment par rapport aux apports protéiques et par l'introduction de menus végétariens dans les cantines scolaires notamment. Donc tout ça, ça se fait à destination de jeunes publics et ça aussi, c'est un point intéressant puisque ces jeunes publics, ils intègrent et ils apprennent du coup les bonnes pratiques et peuvent ensuite, on voit qu'il y a un vrai ruissellement de l'information dans les familles ensuite et dans d'autres cadres sociétaux. Parfois, un petit plus qui peut être mis en place, c'est le fait d'avoir des potagers qui se mettent en place dans les écoles notamment, ou bien la mise en place de visites pédagogiques dans les fermes. Donc, tout ça, en tout cas, ça montre une démarche de vraie reconnexion à son alimentation et ça redonne de la valeur à l'alimentation. Un exemple de parc naturel régional qui est très engagé sur le sujet, c'est le Périgord Limousin. Donc, je vous ai mis dans le diaporama, pareil, un lien vers un court film de la série Inventer demain qui est produite par la Fédération des parcs. Ils sont disponibles sur YouTube et voilà, ça permet d'avoir un peu plus d'explications et des témoignages de personnes sur le terrain. Enfin, ce qu'il faut avoir en tête sur la restauration collective, c'est que la loi Egalim de 2018, elle impose une réglementation sur les approvisionnements. Du coup, ça doit encourager les collectivités à rentrer dans cette démarche de transition. La loi Egalim, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'il faut qu'il y ait 50% au moins de produits durables et de qualité dans les approvisionnements, dont 20% issus de l'agriculture biologique. En 2021, il y a la loi Climat Résilience qui est venue compléter cette démarche et qui a conforté cette mesure en augmentant
les pourcentages de produits durables et de qualité exigés à 60% pour ce qui concerne les viandes et les poissons. Alors, durant ces 2 phases de décision, la Fédération des parcs, avec d'autres partenaires, elle s'est positionnée pour essayer de faire reconnaître les marques Valeurs Parc Naturel Régional et Esprit Parc National comme des produits alimentaires durables et de qualité. Et ça n'a pas eu de succès pour le moment, ça n'a pas été reconnu. Et du coup, voilà, il y a, malgré le fait que ce soit quand même des valeurs portées par ces marques-là, qui croisent fortement l'esprit des lois Egalim et Climat Résilience. Donc la prochaine échéance là qui va arriver, c'est l'adoption de la stratégie nationale biodiversité, qui sera à nouveau une nouvelle opportunité peut-être de porter cette proposition. Voilà, puisque dans la stratégie nationale de la biodiversité, on a quand même un gros volet qui porte sur l'agriculture et l'alimentation. Alors, on va passer... Pardon, je ne vais pas lancer le film maintenant. On va passer à un nouvel outil qui est cette fameuse marque Valeurs Parc. Donc aujourd'hui, la marque Valeurs Parc, c'est environ 2200 entreprises qui bénéficient de cette marque commerciale qui est propriété de l'État. Et 30% de ces entreprises sont issues du secteur agricole ou alimentaire. Donc c'est quand même une part non négligeable. Pour chaque catégorie de produits marqués, on a en fait un cahier des charges qui est défini au niveau national et auquel chaque parc peut apporter des spécificités s'il le juge nécessaire. On a donc une trentaine d'exigences qui peuvent être soit des obligations pour bénéficier de la marque, soit des recommandations, puisque c'est quand même un outil qui a vocation à faire évoluer les pratiques et qui est un outil d'accompagnement, d'aide à la transition. Le but de cette marque, c'est de promouvoir donc un développement socio-économique appuyé sur la valorisation des patrimoines, de favoriser les coopérations et de créer de la solidarité entre les acteurs sur le territoire, mais aussi de soutenir l'entrepreneuriat innovant. Et donc voilà, tout cela, ça permet de contribuer à un développement durable du territoire fondé sur la valorisation économique des ressources du parc, dans le respect de l'identité locale, de l'environnement et des populations. Et cela est résumé en fait dans 3 valeurs que sont le lien au territoire, l'humain et la préservation de l'environnement. Aujourd'hui, on a 49 parcs qui sont engagés dans la marque sur 58. Et donc là, je vous propose de faire un petit focus sur les produits alimentaires et les engagements pour l'environnement et notamment pour la biodiversité de cette marque Valeurs Parc. Alors, la biodiversité, elle est prise en compte déjà tout au long du référentiel d'audit de la marque via des entrées sur les milieux d'intérêt écologique, la diversité des cultures, les sols, les traitements sanitaires, la diversité génétique. Enfin voilà, il y a beaucoup d'approches différentes. Ce qu'on peut retenir, c'est que elle impose un maintien et un entretien des milieux d'intérêt écologique, en imposant le maintien des infrastructures écologiques et la non-utilisation de produits phytosanitaires sur les haies, mais aussi le maintien des prairies permanentes ou bien l'entretien des milieux ouverts à forte valeur écologique. On a également un aspect sur la diversité de cultures sur l'exploitation agricole avec une nécessité d'avoir une certaine autonomie fourragère pour le volet plus agri. La marque va également travailler sur la préservation physique des sols, la gestion de la fertilisation des sols, notamment en limitant la taille des élevages. Et enfin, sur tout ce qui va être autour des traitements sanitaires, avec le non-usage de produits phytosanitaires sur les haies et les produits permanentes, et également d'utiliser des traitements vétérinaires de manière raisonnée et non de manière systématique. Voilà, c'est des exemples de comment s'illustre l'engagement pour la biodiversité de cette marque. Voilà, et donc l'ensemble des produits marqués sont visibles sur le site de la Fédération des parcs naturels régionaux si vous voulez avoir une idée des exemples de ce qui peut être marqué.
Donc, on a parlé de la sensibilisation des publics jeunes avec la restauration collective. Là, le nouvel outil présenté à présent, il concerne les familles directement, donc les adultes et les enfants réunis. C'est le défi famille à biodiversité positive, qui est une innovation des parcs, mais qui se rapproche du coup du défi foyer à alimentation positive, qui est coordonné, lui, par le réseau de l'agriculture biologique et dans lequel certains parcs sont engagés également. Mais donc, pour le défi famille à biodiversité positive, il y a un volet alimentation qui est assez important, puisque en 2022, 8 PNR sur 9 qui s'étaient engagés dans le défi avaient spontanément orienté tout ou partie de leur défi sur ce thème de l'alimentation. Et donc, il y a un partenariat avec la Fondation pour la recherche sur la biodiversité qui a permis d'aboutir, il y a un peu plus d'1 an, à tout d'abord une première fiche de cadrage intitulée « Comment s'alimenter en prenant soin de la biodiversité ?» qui est basée sur du coup l'état des connaissances scientifiques sur le sujet et qui a également permis d'avoir un outil d'autodiagnostic qui permet aux familles d'évaluer l'impact de leurs choix en matière d'alimentation sur la biodiversité. Et donc, on parle d'empreinte biodiversité. On parlait d'empreinte carbone tout à l'heure. Là, du coup, on s'applique à s'engager sur la biodiversité spécifiquement et donc à pouvoir s'évaluer individuellement là-dessus. Du coup, l'animation sur le thème alimentation du défi dans les parcs naturels régionaux, elle peut être réalisée par des agents du parc, mais également par des structures partenaires. On a eu des cas par exemple, de rencontres avec des chefs cuisiniers, des associations de maraîchers et d'agriculteurs, des chambres de commerce et d'industrie, des mouvements citoyens, des cuisines centrales. Enfin voilà, le but c'est de créer du lien aussi sur un territoire autour des différents acteurs et du grand public, puisque l'alimentation est bien un sujet qui concerne tout le monde. Et du coup, les objectifs de cette action du défi famille à biodiversité positive, c'est d'approfondir avec l'aide de la recherche les liens d'impact entre alimentation et biodiversité et de traduire de manière opérationnelle l'état des connaissances scientifiques sur le sujet. C'est aussi le but d'expérimenter à travers le réseau des parcs des outils et méthodes à l'intention des citoyens, leur permettant de s'alimenter en prenant soin de la biodiversité. Et enfin, ça permettrait d'identifier des réseaux pouvant devenir partenaires de l'opération, puisqu'on a de nombreuses structures qui s'intéressent à ces aspects-là et qui œuvrent dans le sens de la transition alimentaire. Alors enfin, le dernier outil dont nous souhaitions vous faire part, c'est l'Observatoire Résolis. Donc Résolis, c'est une association avec laquelle la Fédération des parcs est partenaire sur l'animation d'un observatoire, notamment sur la thématique alimentation responsable et durable. Cet observatoire, il a des spécificités intéressantes. Tout d'abord, c'est un observatoire à double entrée qui est accessible à tous sur Internet. Il y a une entrée cartographique et une entrée thématique. Et ça donne accès à un ensemble de données en France et à l'étranger. Donc, le but de cet observatoire, c'est de recenser des initiatives innovantes et pionnières en matière de transition agricole et alimentaire. Et fait intéressant à noter, il y a un projet en cours avec un consortium dont font partie d'autres associations comme Terre de Liens, Terres en Ville, etc., pour créer un portail de l'alimentation durable qui serait une sorte de moteur de recherche commun dédié à cette thématique de l'alimentation responsable et durable. Donc, il y a un prototype en cours de test qui permettrait en fait de regrouper l'ensemble des données sur la thématique, puisqu'il y a énormément de données, de choses qui sont faites par différents acteurs, mais quand on n'a pas les pieds dedans, c'est pas toujours facile d'aller chercher l'information au bon endroit. Donc voilà, là l'idée c'est vraiment de mutualiser et d'œuvrer en collectif pour rendre accessible et aux professionnels et au grand public toutes ces données qui existent. Alors, pour revenir à l'observatoire, donc dans cet observatoire, chaque initiative qui est présentée, elle est détaillée dans une fiche qui est à la fois référencée dans l'observatoire thématique et qui est aussi localisée du coup sur la carte interactive qui permet de la retrouver.
En tout, on a plus de 1100 initiatives qui sont recensées sur l'alimentation responsable et durable. Et on a également des publications thématiques qui permettent de monter en généricité, donc d'avoir un point de vue plus global et de faire des analyses à partir des initiatives recensées. Donc voilà, tout ça est disponible et mis en relation, les initiatives les unes avec les autres, sur cet observatoire. Alors, ce qu'il faut retenir du coup de tout ce panel d'actions, c'est qu'en fait les approches pour sensibiliser les consommateurs aux enjeux environnementaux dans le cadre de l'alimentation, les approches elles sont très nombreuses et elles sont possibles auprès d'acteurs qui sont très variés. Les collectivités et notamment les parcs naturels régionaux ont réellement un rôle à jouer. On l'a vu avec certains leviers qui leur sont propres. Pour ce qui est des parcs, une spécificité qui est intéressante, c'est cette approche transversale qui permet évidemment de lier agriculture, alimentation et biodiversité, mais qui permet aussi de travailler sur d'autres approches et de lier tout ça, notamment sur les paysages, l'énergie, l'économie locale ou le tourisme. Voilà, je vous remercie pour votre attention et du coup, s'il y a des questions, c'est avec plaisir. Insister. Merci pour avoir exposé le fabuleux travail de la Fédération des parcs régionaux et donc de nous avoir présenté ce panel de dispositifs. Donc, on va reprendre le temps de questions, enfin ce dernier temps, donc profitez-en. Alors, il y a 2 participants qui ont levé la main. Je précise que vous pouvez uniquement poser vos questions via le chat. Et donc, malheureusement, vous n'avez pas le droit à la parole, en tout cas la parole comme nous, mais je prends vos questions en anglais, questions-réponses. J'ai une question de Gilbert Gault. Pensez-vous que la promotion de la biodiversité peut avoir des effets sur la santé des effets défavorables sur la santé des animaux? Alors, je vais me remettre la question sous les yeux. Oui, Désolée. pas de souci. Est-ce que c'est une question qui est pas simple. Globalement, non, on espère que ça aille plutôt dans l'autre sens, on va dire, puisqu'en fait, on cherche à travailler sur des systèmes globaux. Et quand on a une biodiversité qui est en bonne santé, qui est riche, globalement, ça promeut un système qui s'équilibre et voilà, et qui naturellement va permettre d'avoir des animaux en bonne santé. Après, j'avoue ne pas être une spécialiste de l'élevage et du coup, je n'ai pas toutes les clés en main pour répondre à cette question, mais ce serait intéressant à creuser puisqu'on voit que dans d'autres cas, effectivement, quelquefois, on doit arbitrer finalement entre des décisions qui seraient notamment sur l'impact climatique. Parfois, on doit arbitrer entre des décisions qui sont pas simples et qui sont un peu contradictoires. Merci. Est-ce que vous avez des questions d'autres, plus précisément sur la présentation de Lucile, notamment sur les actions de la Fédération des parcs? Sinon, j'ai une question qui me semblait intéressante de Monsieur François Tellier, qui vous remercie d'ailleurs pour vos analyses respectives. Donc c'est plutôt une remarque. Donc pourquoi nos gouvernements n'arrivent pas à respecter les objectifs des plans éco-phyto au lieu de réduire de 50% les substances actives, on les a augmentées. Ça, une fois de plus, il n'y a pas de réponse simple. J'ose espérer que si
il y avait une solution évidente, on l'aurait mise en place et trouvée depuis longtemps. Il y a beaucoup d'autres enjeux qui se mêlent à ça. Et notamment, en fait, c'est une question pour moi de temporalité aussi, dans laquelle on se place. Et on l'a vu notamment sur toute la problématique euh, des traitements sur certaines productions, qu'en fait, quand on a une crise à un moment ponctuel, pour répondre à l'urgence de la situation, on va débloquer l'utilisation de produits qui d'habitude ne devraient pas être possibles. C'est la même chose pour les cas de maladies sur certains élevages. En fait, pour être labellisé en bio, par exemple, ou en label rouge, il faut que les animaux soient dehors un certain nombre de jours dans l'année. Mais s'il y a des contraintes liées à des réglementations sanitaires sur les grippes aviaires ou autres, en fait, on va changer la, la réglementation à un moment ponctuel. Et c'est souvent ça aussi qui fait que, bah, du coup, sur le moment, on va pas répondre aux objectifs et on va revenir en arrière sur des décisions qu'on avait prises. Alors que si on voit, mais c'est pour répondre à un moment ponctuel, alors que si on a une vision à plus long terme, bah là, effectivement, il y a des mesures drastiques à prendre et rapidement. Merci, Lucile. Peut-être que Bernard, vu que tu t'y connais bien, est-ce que tu veux compléter sur la question phytosanitaire de Monsieur François Tellier? Ben, en tout cas, je peux vous donner quelques éléments. On peut dire que pour se passer d'un produit, enfin, ou en tout cas en utiliser moins, il y a 3 démarches successives. La première, c'est effectivement de l'utiliser au mieux et de pas perdre du produit. Et donc, c'est une première, un premier progrès avec des pulvérisateurs qui vont être très précis, des adjuvants qui vont faire que le produit va coller sur les feuilles, etc. Donc, c'est l'optimisation technique. La deuxième étape, c'est effectivement la substitution, c'est-à-dire chercher des produits qui soient efficaces mais qui aient moins d'impact sur l'environnement. Donc ça, c'est la substitution. Puis ensuite vient la troisième étape, qui est d'abandonner effectivement les produits en question et de reconfigurer son système de production agricole ou d'élevage en utilisant d'autres manières de lutter contre les ravageurs. Et moi, mon sentiment, c'est que dans le cas des produits phytosanitaires, on a à peu près épuisé la marge de progression des 2 premières étapes. Autrement dit, que si vous regardez la chute de consommation des phytos qui s'est produite entre 1990 et le début du plan éco-phyto, ils l'ont pas fait exprès, mais c'est ce qu'on constate bon, eh bien, je pense que c'est dans cette période-là qu'on a à peu près épuisé l'optimisation technique et la recherche de substances alternatives. Ce qui veut dire que les agriculteurs sont au pied du mur au sens strict du terme, c'est-à-dire ils ne peuvent pas se permettre de baisser à moitié parce qu'un produit phyto, si vous ne mettez pas ce qu'il faut, ça sert à rien. Et donc, il y a cet énorme problème de la reconfiguration que les gens du bio font parce que eux, ils ont pris comme engagement de ne plus utiliser une grande partie de ces produits, mais qui fait qu'effectivement, dans d'autres domaines, je dirais qu'on peut y aller progressivement. C'est le cas de la réduction des apports d'engrais, mais dans le cas des phytos, on en met ou on n'en met pas. Et moi, mon sentiment, c'est qu'effectivement, les quelques progressions qui ont été faites dans ce domaine, c'est pas le progrès technique, c'est tout simplement la réglementation qui, peu à peu, et souvent difficilement, retire du marché les produits les plus dangereux. Et c'est pour ça que vous voyez à quel point les débats sont vifs pour essayer, comme disait Marie-Antoinette, encore une minute, Monsieur le Bourreau, c'est-à-dire de dire, ah oui, mais si on pouvait continuer quand même un peu pendant quelques années, à utiliser les néonicotinoïdes et le Roundup et ceci et cela, parce que effectivement, beaucoup d'agriculteurs sont au pied du mur et se disent non mais moi je peux pas se passer au bio et je suis un peu coincé dans mon système d'exploitation. Voilà quelques éléments qui me font dire effectivement que on va pas avoir beaucoup, malgré tout ce qui est dit, de progression dans ce domaine, sauf les produits qui peu à peu sont ce qu'on appelle les produits candidats à la substitution. Et si vous regardez les chiffres, eh bien, c'est ceux-là dont l'usage, par définition, a diminué, qui étaient des produits effectivement les plus toxiques.
Merci Bernard. Si on en revient au PNR, j'ai une question de Christian Bardin. Avez-vous des exemples de pêche artisanale dans un PNR? Question. Une question très spécifique. Ouais. Alors là, comme ça, non, mais on peut chercher. On peut chercher et n'hésitez pas à nous contacter, à nous envoyer un mail si vous avez ce genre de questions. Nous, on peut après relayer au parc et trouver l'interlocuteur qui saura répondre à la question ou nous et répondre directement Y répondre. C'est bon, avec les éléments sous les yeux. c'est bon à savoir. J'ai une question de Pascal de Montmorillon qui est déjà intervenu tout à l'heure. Que sait-on aujourd'hui de la stratégie nationale sur la biodiversité en préparation et est-ce que les PNR y contribuent-ils? Alors, la Fédération des parcs est effectivement sollicitée euh, dans le cadre voilà, de la stratégie nationale biodiversité. C'est mon collègue qui suit cela, mais peut-être que Bernard saura mieux en parler que moi pour le coup, puisqu'il fait également partie, il me semble, des personnes qui y contribuent. Oui, en 2 mots, parce qu'on pourrait, je ne vais pas trop détailler. Notre sentiment, c'est qu'on est vraiment avec cette stratégie, je dirais, au milieu du gué. C'est-à-dire qu'on a quelque chose dans lequel il y a des choses intéressantes, mais qui ne sont pas satisfaisantes. Et on est nombreux, les PNR, les associations et autres, à tenir ce discours en disant encore un effort pour faire quelque chose qui aurait de l'ambition et de l'allure, et on met vraiment toutes nos forces dans la bataille avec un discours du genre si vous nous sortez quelque chose qui reste comme ça au milieu du gué, tout le monde sera déçu et la biodiversité va continuer à s'effondrer. Mais effectivement, aujourd'hui, je voudrais pas faire de paris, mais en tout cas, et c'est un message aussi pour tous ceux qui nous écoutent, vraiment tout ce qu'on peut faire pour dire ça serait vraiment du gâchis au point où on en est d'arriver à une stratégie qui manque d'ambition et qui n'a que peu de chance, et ça ne nous amusera pas en tant qu'ONG de faire le constat de dire ben voilà, encore une fois, cette stratégie n'a que peu de chance d'arrêter l'érosion de la biodiversité. Donc, il y a des choses intéressantes, mais vraiment, il y a encore un effort à faire pour que ça soit vraiment une stratégie à la hauteur des enjeux. Maintenant, va-t-on réussir ou pas? Ben ça, on essaye tous, hein. Et Bernard, alors je prends une dernière question de notre directrice Sandrine Beignet au sein de Humanité et Biodiversité. Selon vous, donc là je pointe personne, quelles sont selon vous les 3 grandes priorités pour mener une transition alimentaire? Je ne sais pas si quelqu'un veut se lancer, je peux commencer. Pour nous, une des premières, un des premiers éléments essentiels, c'est d'avoir une vraie prise de conscience des consommateurs. On imagine dans certains cercles de convaincus que c'est évident, mais en fait, c'est pas forcément encore le cas. Voilà, d'avoir cette notion de qu'est-ce qui a un impact, qu'est-ce qui en a moins, qu'est-ce qui est prioritaire en termes d'action, et d'avoir du coup des actions qui seraient menées à différentes échelles. À l'échelle des particuliers, à l'échelle des collectivités, à l'échelle voilà, des décisions, des décideurs politiques, et que chacun œuvre à son niveau, mais que ça ne peut se faire que avec des actions simultanées et coordonnées de tout le monde. On ne peut pas se reposer sur les autres. Voilà ce que je dirais en premier lieu. Merci Lucille. Moi, je me lance. Moi, il me semble que l'enjeu, c'est vraiment de donner envie à tout le monde et donc à tous les consommateurs petits et grands
d'inventer les systèmes alimentaires de demain. Autrement dit, de dire, j'ai parlé effectivement tout à l'heure, du passage de l'ère solaire à l'ère minière. Eh bien, maintenant, il faut rentrer dans une troisième ère. Il faut accepter que de 1850 à l'an 2000, on ait fait avec et qu'on ait pu nourrir, pas très bien, mais quand même qu'on ait pu faire face à des défis démographiques. Mais on sait bien que ça a été avec, hélas, des impacts sur l'environnement qui fait que ben, ça ne peut pas continuer comme ça. Et réussir à donner envie à tout le monde, mais vraiment depuis les gamins à la maternelle jusqu'aux gens qui s'occupent de cantines, bon, de dire, ben voilà, l'enjeu de tous, c'est de construire, d'inventer ces systèmes alimentaires de demain. Et vous avez vu effectivement tout ce qui se fait pour mettre en commun des expériences, donner envie d'inventer des choses. Je crois que c'est vraiment l'enjeu. Il faut faire découvrir effectivement toute en quoi l'alimentation est quelque chose de passionnant, en quoi la diversité de l'alimentation nous relie à des traditions parfois anciennes, etc. Et puis faire effectivement quelque chose qui donne envie d'inventer et qui fait que ces systèmes alimentaires, on les voit pas, et on l'a vu dans les questionnaires, non pas comme des punitions ou comme imposées, mais au contraire donner envie d'inventer en disant maintenant il n'y a pas des solutions toutes faites, inventons ensemble à différentes échelles, depuis des petites échelles familiales, locales, etc., cette manière de s'alimenter demain de manière durable et avec dans l'ensemble des composantes que Alba a présentées dans la notion de durabilité. Je crois que c'est ça qu'il faut qu'on réussisse. Il faut donner envie et puis ensuite une autre vie s'invente ici, comme disent les PNR. Et pour compléter, pour ma part, alors je souscris totalement à ce qui a été évoqué par Lucille et Bernard. Et pour compléter, je dirais qu'il y a aussi le besoin d'avoir un cadre politique ambitieux. Enfin, on voit qu'aujourd'hui, on a des politiques de l'alimentation, des politiques climat, des politiques santé. Et derrière, enfin, on a vraiment besoin d'avoir un cadre un peu cohérent et structurant et ambitieux qui croise les différents enjeux. Et pour ça, je pense qu'on attend tous, enfin en tout cas beaucoup de la SNANC. Là, ça a été évoqué, la stratégie nationale alimentation, nutrition, climat, qui normalement a vocation à nous donner voilà, un cadre et une trajectoire pour avancer en croisant les différents enjeux. Je dirais aussi que pour nous, les démarches collectives structurantes au sein des territoires, c'est vraiment, enfin, accompagner ces démarches, notamment les projets alimentaires territoriaux, c'est vraiment un enjeu important. On voit aujourd'hui que c'est des démarches, il y a plus de 400 projets alimentaires territoriaux dans les territoires, donc c'est des démarches qui ont bien pris. Pour autant, on voit qu'il y a peut-être des acteurs économiques qui ne sont pas suffisamment représentés et pour autant, tant qu'on n'arrive pas à faire bouger l'ensemble des acteurs de la chaîne, c'est compliqué d'aller vraiment au bout de la démarche. Notamment, on voit bien que les acteurs de la distribution ou des industries agroalimentaires ne sont pas encore bien représentés dans ces projets. Donc, il y a un vrai enjeu là-dessus. Et, et pour terminer à chaud, si on a le droit encore à un autre levier, moi, alors, il y a la question vraiment de la végétalisation des assiettes, hein, de notre point de vue, où il y a un vrai enjeu pour rejoindre ce qui a été dit par les autres panélistes, à donner envie, en tout cas, à aller vers ce type d'alimentation, rendre désirable une alimentation plus végétale, parce en tout cas, d'un point de vue climatique, l'enjeu de la consommation de viande, ça reste voilà, un gros déterminant de notre empreinte environnementale. Ton micro est coupé, je crois. Non, Ah, on n'avait plus ton On son. n'entend pas les premiers mots, mais après, ça revient. Ah, 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 et là, vous m'entendez mieux? oui, ça y est, c'est C'est bon. revenu. Bon, les petits alinéas des webinaires. Donc, merci Alba, merci Bernard, merci Lucille de nous avoir tout à chacun avec votre expertise sur le lien entre alimentation et enjeux environnementaux. On a vu qu'en tant que consommateur, on avait quand même un pouvoir de décision. On a vu que des dispositifs existaient de la part de vos différentes des collectivités, etc.
on va pouvoir sans doute reparler de toutes ces questions. D'ailleurs, j'ai bien pris note des remarques qui sont arrivées tout au long du webinaire, donc qui sera pris en compte pour notre prochain webinaire sur ces questions-là. Parce que oui, à Humanité et Biodiversité, notre objectif est avant tout de mettre en lumière les questions et de démocratiser la parole sur les enjeux de la biodiversité et comment les faire intégrer au sein de notre société. Donc prochainement, on aura des webinaires, des cafés-débats et autres événements pour échanger sur ces questions. Donc un grand merci à tous et j'espère vous revoir pour notre prochain événement. Bien, ben, au revoir à tous. Un dernier mot pour rappeler que ces webinaires sont organisés avec un soutien de l'OFB, qui interviendra certainement dans un webinaire à venir, mais qui pour le moment avait encore à caler un peu son discours. Mais effectivement, les cafés débats, les webinaires font l'objet d'un soutien de l'Office français de la biodiversité que je tenais à remercier. Voilà, ben, merci aussi à Lila pour sa préparation et son animation, et puis un grand merci au PNR et puis à l'ADEME de s'être mobilisés, et je pense qu'ils ont effectivement tout à fait répondu à ce qu'on souhaitait dans ce premier webinaire sur l'alimentation. Bonsoir à tous et merci. Merci. Bonne soirée. Bonsoir, Au merci. revoir. Au revoir.